Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, pour les parents, c'est une aventure pleine d'espoir, portée par un amour nouveau. Pour les enfants, c'est une autre affaire. En tout cas, au début, comment recomposer une famille après un divorce. On en parle avec Serge Maury, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est cette annonce par Bruno Le Maire d'une coupe de 10 milliards d'euros pour limiter le déficit budgétaire. Tiens, le déficit budgétaire, une notion qu'on retrouve dans les programmes de sciences économiques et sociales. L'heure de la récré, toujours avec Cécile et un record cycliste et olympique, en tout cas pré-olympique. Rendez-vous enfin avec Marie-Olivier et son cours particulier. On remonte le temps à la découverte de celle que l'on désigne souvent comme la première femme de lettres de l'histoire de France, Christine de Pisan. Ça se passe au Moyen-Âge. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Selon l'INSEE, un enfant sur 10 vit dans une famille recomposée, ce qui signifie qu'il a préalablement assisté à la décomposition d'une première famille. Alors comment trouver un équilibre épanouissant? C'est le sujet de l'essai que publie chez First le docteur Serge Maury. Le titre, La famille recomposée, sous-titre À chacun son histoire. Serge Maury, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Collection d'ailleurs dirigée par Marcel Ruffo, qu'on salue et qu'on avait eu également le plaisir de recevoir sur ce plateau. Vous êtes, vous, docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Vous avez déjà publié plusieurs ouvrages, dont un porte un titre que j'aime beaucoup, Les parents parfaits n'existent pas. Je voudrais qu'on commence par le sous-titre de votre livre, À chacun son histoire. C'est pas juste une façon pour vous de dire qu'on a tous des parcours singuliers, parce que ça, j'allais dire, c'est assez banal. C'est une façon pour vous de dire que raconter, dire au sens je prononce mon histoire, c'est au cœur du soin. Nous ne soignons pas des personnes, nous soignons des histoires, écrivez-vous. C'est exact, et je fais référence... Heureusement que vous dites c'est exact, je vous ai lu. je fais référence en fait à un philosophe français qui s'appelle Paul Ricoeur, sur l'identité narrative et l'importance de pouvoir narrer, raconter les histoires, et des histoires qui sont évidemment singulières, donc à chacune son histoire concernant les familles recomposées. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir nommer les choses. Voilà, mettre du sens. C'est Camus qui disait ça, mal nommer les choses. C'est ajouter au malheur du monde. Exactement. Et vous le faites. Pour vous, en tant que psy, ça renvoie à une thérapie, une forme de thérapie qu'on appelle la thérapie narrative. C'est exact. C'est une thérapie qui nous vient d'Australie, à la base, qui a été créée, inventée, on va dire, par Michael White. Et en fait, cette thérapie, pour faire court, parce que sinon il me faudrait toute l'émission pour pouvoir développer ce qu'est la thérapie narrative. On va le faire en résumé, on va renvoyer au bouquin. Exactement. En fait, ces 3 points, c'est la personne n'a pas un problème en elle. Donc la personne n'est pas le problème est extérieur à elle. Donc il y a un processus d'externalisation. Par exemple, si vous recevez une famille et où il y a ce qu'on appelle un patient désigné, si dans cette famille il y a une jeune fille qui pose une difficulté, le père ou la belle-mère peut dire un tel pose une difficulté, elle est insolente. Et en fait, moi, je fais un recadrage en disant il ne s'agit peut-être pas de cette jeune fille qui est insolente, mais l'insolence est en train de recruter votre famille. Donc, elle est extérieure à vous. Donc et à partir du moment où on a mis à distance, on peut commencer le travail. Deuxième condition. Deuxième condition, c'est ce qu'on appelle les conversations thérapeutiques. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des psys qui énonçons les choses et on prend la parole. Des psys qui parlent, quoi, pour faire simple. Donc ça, c'est aussi inédit. On écoute. Cécile qui pouffe derrière moi. Voilà, Serge, c'est pas le modèle. Non, je suis derrière vous. Vous êtes dans le canapé. Il se contente de faire. C'est pas ce modèle-là. Donc on est dans des phases interactives. Donc on appelle ça des conversations thérapeutiques. Et puis ensuite, on a un troisième point, donc qui s'appuie sur les recherches de Paul Ricoeur, où on est sur le concept que j'ai créé au fil de mes rencontres durant ces 2 décennies, les narrateurs, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le patient devient auteur-acteur de son histoire et par là même de sa vie, ainsi que le thérapeute. Donc on prononce bien narrateur, hein, mélange de narration et d'acteur. Avant de se recomposer, la famille se décompose, c'est tout le début du bouquin. Alors la séparation pour les parents comme pour les enfants, ça peut renvoyer à des angoisses premières. En fait, c'est jamais simple, c'est jamais neutre une séparation. C'est exact. En fait, vous savez, c'est le vieil adage qui dit on a raté notre mariage, sur le divorce. Voilà, exactement. Bon, je m'inscris un petit peu en faux dans cette histoire-là, parce que en fait, une séparation, c'est toujours une difficulté et une souffrance. Quelles que soient les conditions de la séparation. En revanche, pour essayer d'emmener une note positive dans tout ça, les familles recomposées qui se retrouvent être bien, à l'aise, ça existe aussi. Donc c'est important de le signifier, mais pour ça, il faut réussir
si j'ose dire, sa séparation, son divorce. Et pour ça, vous invitez notamment à relire sa propre histoire et à faire le deuil du couple idéal qu'on avait en tête bien avant, c'est-à-dire au moment où on a rencontré la personne avec laquelle on s'est marié, dont on se sépare finalement, quand je dis marié, ou avec laquelle on a eu des enfants, mais bref. Tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de reprendre point par point le ce pourquoi on s'est rencontrés. Et en fait, lorsqu'on parle des conditions de notre rencontre, on va éviter de parler de ce qui va mal, mais de dire on s'est aussi aimé. Et donc là, on arrive à redistribuer les cartes et ça permet de préparer le terrain pour pouvoir amorcer ce qu'on appelle la famille dite recomposée. C'est très important pour les enfants. Très important pour les enfants. Vous avez une phrase qui m'a... je trouvais que l'image était très marquante. Vous dites quand on divorce, on ne cherche pas à résoudre un problème, des tensions, on les dissout. C'est comme le sucre dans la tasse de café. C'est exact. Ouais. C'est exact, tout à fait. Je prends souvent cet exemple parce qu'il est parlant. Si vous prenez une tasse un sucre et que vous le mettez dans une tasse de café, forcément, il va se dissoudre. Le café est toujours là, mais il prend une autre forme. Eh bien, le symptôme, dans une famille, c'est exactement la même chose. Le sucre est toujours là, vous vouliez dire, en fait. Le sucre est toujours là, pardon. Vous avez fait un lapsus, je les relève. C'est gratuit. Très bien, voilà. C'est gratuit. Donc, le sucre est toujours là. Ce qui signifie que, dans une famille, même si on se sépare, il y a un symptôme et une souffrance, mais il y a des symptômes qui sont plus faciles à supporter que d'autres. La famille recomposée, envisagée comme des histoires, des narrations que l'on se raconte, peut devenir un véritable bonheur. Mais si, je l'ai lu dans ce livre de Serge Maury, La famille recomposée, à chacun son histoire. C'est chez First, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. On retrouve Serge Maury juste après l'Anti-Sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Le 18 février dernier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire présentait un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Plan jugé nécessaire, a-t-il expliqué, pour réduire le déficit public. Déficit public, c'est au programme et vous allez nous faire un petit point sur l'économie. Oui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le déficit public sans oser le demander. Voilà. Alors on va commencer par une petite définition, ça s'impose. Donc le déficit public correspond à un solde annuel négatif du budget des administrations publiques. C'est ça, non? Ouais, jusque-là, ça va. Autrement dit, ces administrations dépensent plus qu'elles ne reçoivent d'argent. Ça me fait penser à quelqu'un, mais bref. On entend par administration publique, d'un côté, l'administration centrale, ce sont l'État, les ministères, les opérateurs de l'État comme le CNRS ou le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, etc. Il y a aussi l'administration territoriale et les administrations de sécurité sociale. 10 milliards d'euros d'économies jugées nécessaires par le ministre en raison d'une croissance 2024 qui a été revue à la baisse. Oui, alors on attendait 1,4% de croissance, et bien ça sera 1%. Voilà, alors comment on fait pour faire 10 milliards d'économies? Eh bien je vous le dis, il y a deux solutions, on va faire simple. Soit on augmente les recettes en augmentant les impôts. Oh, ça fait mal ça. Surtout quand on a promis de pas trop le faire. Ouais, oui, surtout quand on a dit ça, oui. Soit on freine les dépenses et on ne touche pas aux impôts. Ben, je vous le donne en mille. Bruno Le Maire a dit on ne touche pas aux impôts. On a eu un peu chaud. Donc on freine les dépenses. On freine les dépenses, et c'est ça. Et vous avez tout compris, et j'ai envie de me dire, je suis une sacrée bonne prof d'économie. Enfin, je pense. Alors pour ce faire, le ministre Bruno Le Maire a annoncé 5 milliards d'abord d'économies sur les frais de gestion de tous les ministères. Frais de gestion, immobilier, énergie, achats divers. Ok, il reste 5 milliards quand même. Ouais, vous calculez. Ouais, mais super bien, vous êtes très bonne prof. Effectivement. Bon, on est des élèves sympas aussi, il faut le dire. Non, mais c'est pas grave. Alors, ce sera économisé sur l'annulation de politiques publiques. Notamment, 1 milliard sera prélevé sur le budget d'opération de l'État, comme le CNES ou encore Business France. Business France qui accompagne les entreprises françaises à investir à l'étranger et vice-versa. Autre source d'économie était prévue que 5 milliards seraient donnés dans le cadre de la prime Rénov'. Et bien, ça sera 4 milliards. Et aussi, et là, ça peut faire mal, il y a une coupe budgétaire prévue d'à peu près 700 millions dans l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale. Sans suppression de postes, a dit le ministère, mais ça fait quand même beaucoup. Hein. Tout ça avec pour objectif que le déficit public, il n'aura pas disparu, mais de le limiter à 4,4% du PIB, le produit intérieur brut. Oui, alors c'est un projet qui s'annonce ambitieux, parce que déjà, le gouvernement avait indiqué qu'il serait difficile d'atteindre l'objectif de 2023, qui était de 4,9% du PIB. D'ailleurs, on va le définir, ce PIB. Oui, parce que ça, c'est aussi une notion de seconde. Alors, le PIB, c'est un indicateur économique permettant de mesurer la production de richesse du pays, et cela correspond à la valeur de tous les biens et les services produits dans un pays sur une année. Pour faire encore plus simple, c'est la somme des valeurs ajoutées. Voilà, un indicateur qui est très critiqué quand même ces dernières années. Oui, parce qu'il a parce qu'en fait, il ne prend pas en compte les inégalités de revenus. Un PIB par habitant, en fait, on ne peut pas induire forcément une réduction de la pauvreté. Voilà, et puis surtout, il ne mesure pas tout. Et il y a cet exemple célèbre du Bhoutan, le Bhoutan qui lui a inventé le BNB, le bonheur national brut. J'en ai déjà parlé, je sais, mais j'aime bien. Recycler un peu, c'est sympa. Je suis écolo de la chrono. En 2008, ça permet de mesurer le bien-être de la population
l'éducation, un indice qui s'appuie sur 4 piliers évalués à travers 72 mesures. Et ces 4 piliers sont le développement économique et social, durable et équitable, la préservation et la promotion des traditions culturelles bhoutanaises, la sauvegarde de l'environnement et une bonne gouvernance. Ouais, et pourtant, le Bhoutan, quand il y a un classement de l'ONU sur le bonheur dans le monde, il était 97e, donc ça marche pas. Chacun fait ses propres indices, c'est pratique. Alors l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, elle aussi, elle a créé son indice qui s'appelle le World Happiness Report, qui a été créé, lui, en 2012. Dans le classement 2022, la France arrivait 20e. C'est pas nul, mais enfin, c'est loin de la tête. C'était qui la tête? Les Scandinaves, comme d'hab? C'est toujours les mêmes. Et ouais, c'est ça. Désolé, Finlande, Danemark, Islande. Et ouais. Peut-être des destinations de vacances, qui sait, ça peut donner des idées, là. Après économiste, je peux devenir tour opérateur. Que de reconversion possible. Merci beaucoup, mais restez économiste, vous faites une super prof ici. Je précise que le 20 mars, d'ailleurs, a été décrété journée officielle du bonheur national brut par les Nations Unies. C'est le printemps aussi. Bon, alors, ça va être génial le 20 mars. Super. Vous serez toujours là? Oui. Super. Grand oral, Serge Maury. La famille recomposée, à chacune son histoire, c'est le titre du livre de Serge Maury chez First. On dit souvent, Serge Maury, qu'il est important, même en cas de séparation, que chacun préserve la bonne image de l'autre parent. C'est pas toujours évident quand on vient de se quitter. C'est très difficile, effectivement, puisque le propre d'une séparation, c'est qu'il faut bien un motif pour pouvoir se séparer. Donc, c'est un désaccord, une mésentente. Mais comment on fait d'ailleurs? Parce que si on passe son temps à expliquer à ses enfants que papa ou maman est quelqu'un d'absolument génial et extraordinaire, mais que néanmoins on ne vit plus ensemble, il n'y a pas des effets de Larsen? Non, pas forcément. En fait. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas non plus de trop... l'idée, c'est de ne pas basculer dans les extrêmes, quoi. C'est ça. C'est-à-dire pas trop de rigidification dans la dispute et pas trop de rigidification dans le monde idéal de la séparation. Le tout, c'est de nommer simplement les choses et de pouvoir accompagner l'enfant en annonçant, non pas en annonçant, justement en énonçant les choses. C'est-à-dire que l'effet d'annonce est assez traumatisant pour un enfant. Si vous lui dites, voilà, de manière solennelle, ton père et ta mère vont se séparer, ça donne un effet de traumatisme total, de sidération chez l'enfant. Et ça peut produire le même au moment de la rencontre du beau-parent, puisque là, on a décomposé la famille, on va la recomposer quand même. Exactement. Et donc, on a décidé de recomposer la famille. Il faut présenter le ou les beaux-parents. Et ça, c'est forcément un moment délicat. Pareil, on évite de le faire... Alors, pas de manière solennelle également. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire un concert, une fête foraine, que sais-je. Et faire un concert, d'aller au concert. On n'est pas obligé de faire le concert soi-même. Non, je précise. On n'est pas obligé de jouer de la guitare ou quoi que ce soit. Mais effectivement, l'idée, c'est de pouvoir dédramatiser, désolennaliser, je dirais, le moment et faire en sorte de le faire le plus naturellement possible et finalement d'éviter de faire des présentations. C'est justement le terme à éviter. C'est on se rencontre, en fait. C'est de produire une rencontre. C'est une rencontre, exactement. On n'a pas toujours, vous dites également qu'il faut prendre un petit peu son temps, pas se précipiter, mais on n'a pas toujours le temps, ne serait-ce que pour des raisons financières ou des raisons immobilières. Oui, c'est exact. Alors, il est important de signifier qu'une famille qui a plus de moyens sur le plan économique arrivera davantage à co-construire une famille dite recomposée. Moi, je préfère parler d'ailleurs de famille rassemblée. C'est plus fédérateur. Mais la question économique se pose forcément parce que qui paie quoi, comment, qui va abriter, si j'ose dire, accueillir la famille recomposée. Chez qui on est ? Exactement. Est-ce que c'est monsieur, est-ce que c'est madame, ou est-ce que finalement il est préférable d'acheter un bien? Mais à ce moment-là, la question économique rentre en jeu. C'est ça. Et la question d'aider. Alors il y a une méthode, dites-vous, pour mettre toutes les chances de son côté, c'est ACA. Ça se prononce comme le ACA des Néo-Zélandais. Mais ça veut dire anticiper, ce que sans doute une référence à Ruffo, c'est un passionné de rugby. Peut-être que vous aussi, j'en sais rien, mais enfin bref. ACA, anticipation, communication, adaptation. Exactement. Donc anticipation, temporalité. Vous voyez, on fait encore référence à Paul Ricoeur, temps et récit. Donc la narration, mais il y a un temps pour raconter les choses. Donc anticipation, l'idée c'est de ne pas se précipiter et de prendre son temps avant de constituer une famille recomposée. Donc ça c'est la phase du couple. Et quand vous dites anticipation, c'est en semaine, en mois, en année, en décennie? Ça peut être en année. Ça peut être en année. Ça peut être en année avant de s'installer ensemble. D'accord. Parce qu'il y a la rencontre du couple. Le couple lui vit son histoire, ils sont passionnés. Mais oui. Donc ils embarquent, le risque c'est d'embarquer les enfants dans leur histoire. Un peu de force, c'est exactement. Ça. Il faut que ça devienne l'histoire des enfants. Voilà. Et donc, en fait, on est dans une famille idéale, là.
dans la tête et dans la représentation des parents ou des beaux-parents, on est dans une famille idéale. On va tous faire la fête ensemble, Noël, on se retrouve. Exactement. Okay. Donc en fait, ça marche pas comme ça. Voilà, ça marche pas du tout comme ça. L'idée, c'est de prendre le temps et d'anticiper. C'est ce que je fais au cabinet quand je reçois les familles, d'abord les couples. Je leur signifie qu'il y a un temps quand même à respecter. Communication. Communication, ben là on est sur la narration, on est plus sur le récit. Je dis souvent qu'on ne soigne pas des personnes, mais que l'on soigne des histoires. Il faut prendre soin de soigner ces histoires. Donc raconter encore, raconter toujours, et raconter particulièrement aux enfants. Et dans le couple, l'idée c'est de pouvoir se raconter et de raconter pour pouvoir co-construire des règles. Des règles qui vont finalement, et là on rejoint l'anticipation, fonder et faire une refonte de ce qu'est la famille recomposée. AK, anticipation, communication, adaptation. Adaptation, donc s'adapter. L'intelligence est une capacité d'adaptation au milieu, mais c'est aussi s'adapter à la temporalité de l'enfant. Là je suis plus centré et concentré sur l'enfant, car on a toujours tendance à être dans une temporalité d'adulte. Et donc nous, on vit notre histoire dans notre rythmicité, les choses nous paraissent naturelles, mais pour l'enfant... Il y a un temps d'appropriation. Exactement, il y a tout un temps d'appropriation. Surtout que l'enfant, fût inconsciemment, n'a pas forcément fait le deuil du couple parental. Hein. Et le beau-parent peut apparaître comme celui ou celle qui empêche de réunir le couple parental. Même exactement. Si intellectuellement, il a compris qu'il y a un problème, mais... C'est exactement ça. Et puis on peut... de là, on débouche sur la méchante belle-mère ou le méchant beau-père. Ah, tiens, on va en parler de la marâtre, alors, comme dans Blanche-Neige. Serge Maury. Ce sera juste après la récré. On se retrouve pour continuer à parler de la famille recomposée. À chacune son histoire. Je crois que j'ai dit à chacun son histoire une ou deux fois au début. Hein, ouais, on est pas repris, vous êtes sympa. À chacune son histoire. Cécile, rebonjour. Rebonjour. On parle de plus de PIB, mais en cette récré d'un étonnant record dont vous avez pris l'existence en lisant l'Actu, l'excellent journal Les 13-20 ans du groupe Playback. Oui, alors dans sa rubrique C'est dingue, le quotidien raconte comment deux cyclistes, Benjamin Koudlanski de Lustrac, 30 ans, et Vincent Brémond, 45 ans, ont parcouru, attention, 2196 km à vélo pour tracer les plus grands anneaux olympiques sur leur application de géolocalisation Strava. Ça représente tout de même 96 heures passées à pédaler, à raison en moyenne de 10 heures par jour, et oui, et ça fait 220 km par jour de parcouru quand même. Il faut être un petit peu entraîné quand même. Oui, moi, il l'était. Non, vous ne le faites pas, vous. Non, je ne le fais pas, moi. Non. Il l'était pas mal parce que Vincent Brémond, lui, est presque né sur un vélo. Il a obtenu sa première licence de cyclisme à 9 ans et a commencé la compétition en 1988. Et aujourd'hui, se consacre à l'ultracyclisme. Alors, l'ultracyclisme, c'est faire de vélo c'est des trucs de dingue, un peu de l'esport de l'extrême. Et son acolyte, Guillaume Koudlanski de Lustrac, lui aussi est un adepte du sport extrême quand il n'est pas consultant en bilan carbone et en transition écologique. Ok, tout ça pour la bonne cause quand même. Hein. C'est pas juste histoire de faire un exploit. Non, il cherche à récolter des fonds pour l'association Le Sport a du cœur qui vient en aide aux athlètes en difficulté. Ils ont quand même battu un record dans Ils ont passage. battu un record, effectivement. Ouais. Un record, ils n'ont pas encore l'homologation, mais bon. Mais attendez, ça va pas venir, ça va venir. On sait que le Guinness Book n'est pas toujours simple. Bon, bref, ils ont battu le record déjà détenu par des Français, Cocorico, en 2023. Frédéric et Mathilde de la Nouvelle, un père et une fille, avaient tracé un cœur de 2162 km. D'accord. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils dessinent des anneaux, comment ils font, comme on voit parfois sur les réseaux sociaux, sur une carte, avec des points GPS. Exactement, ça s'appelle le GPS Drawing, GPS dessin. C'est dessiner des motifs, des lettres, de ce que vous voulez, en traçant au GPS enregistré par une application donc mobile. Je peux le faire en vélo, je peux le faire comme à voiture, à pied, comme je veux. En voiture, c'est moins écolo, j'avoue, mais il y a un record. Voiture électrique. En voiture électrique. Comme vous êtes. Il y a eu un Japonais qui détient le record du plus grand GPS Drawing, mais en voiture, c'est ce qu'on disait. Et en 2010, il a parcouru 7163 km pour écrire « Marie-Mi, épouse-moi ». C'est joli comme déclaration d'amour et comme demande en mariage. Elle a dit oui au moins. L'histoire ne le dit pas. Okay. Si elle divorce, on a une bonne adresse. Pour revenir à nos deux cyclistes français, ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Non, pour leur nouveau projet, ils vont tenter de faire Paris-Paris en 10 jours en dessinant 5 anneaux concentriques au-dessus. Faire Paris-Paris, écrire Paris-Paris. Oui. C'est ça. Non, en descendant 5 anneaux concentriques au sud de la capitale, sans passer 2 fois au même endroit. Waouh, ok, on peut les suivre le réseau, j'imagine. Oui, ils ont chacun des réseaux. Il y en a un, Guillaume, il est avec Benjamin, pardon. C'est Guillaume. C'est Guillaume, oui, il est avec. Vous avez dit Benjamin au début, mais c'est Guillaume. Oui, mais Koudlanski de Lustrac. Son site, c'est Coco G Challenge. Et pour suivre Vincent Brémond, c'est Vincent.Brémond sur tous les réseaux. Et c'est une aventure assez intéressante. Merci beaucoup, Cécile. Bon. Serge Maury.
Si recomposer une famille peut être une magnifique expérience, il ne faut ni rêver ni se faire trop d'illusions, cela ne va pas de soi. Il faudra du temps, de la réflexion, de la patience, de la résignation, de la volonté, des limites aussi pour que chacun trouve sa place et vive en harmonie avec les autres et avec lui-même. C'est un extrait de La famille recomposée, à chacune son histoire qui vient de sortir chez First sous la plume de Serge Maury. Un mot parce qu'on en parlait juste avant la récré, donc les beaux-parents, notamment la belle-mère. Qu'est-ce qu'elle traîne, la pauvre. C'est toute une légende. Hein. Ouais. On pense aux frères Grimm. On pense à Grimm. Avec cette fameuse phrase « Miroir, miroir, suis-je la plus belle ?» Non, ma reine, il y a une jeune femme de 20 ans, ta cadette, et qui a les joues roses. Elle s'appelle Blanche-Neige, elle est bien plus belle que toi. Bon, les enfants qui sont confrontés, en fait, qui ont tendance à être très aimants et protecteurs, ils vivent les choses comme on vient de me voler mon papa. Et donc on vient de voler mon papa. Cette dame est à l'origine aussi peut-être éventuellement de la rupture du couple de mes parents. Et au passage, peut-être que ma maman est très malheureuse. Exactement. Et que c'est de la faute de cette dame. Peut-être que la maman aussi a tendance à en rajouter une petite louche. À lire Blanche-Neige tous les soirs. Exactement, voilà. Et donc finalement, l'idée, c'est pour éviter ce genre de situation, parce que c'est ça en fait, hein, l'idée pour éviter ce genre de situation, c'est que monsieur puisse se positionner et, comme je le dis souvent, adouber, renforcer le lien avec l'enfant et lui signifier les choses. Et une fois de plus, lui raconter une histoire et la parole, la narration. La narration. Autre point important, dire et se redire qu'on n'est pas obligé de s'aimer pour vivre sous le même toit. Oui, tout à fait. Donc on peut dire aux enfants... j'ai une anecdote. Trouvons des terrains communs, on partage le même espace. Exactement. Si vous ne voulez pas m'aimer, on peut s'aimer non plus. Mais disons qu'on a un devoir de respecter l'adulte référent, mais on n'a aucune obligation de l'aimer. Et c'est une anecdote que j'ai avec... quand j'ai reçu une patiente comme ça, qui parlait justement et qui s'adressait à sa belle-fille, et la belle-fille lui dit « mais de toute manière, tu n'es pas ma mère », et la belle-mère de lui répondre « mais tu n'es pas ma fille ». Et j'ai retrouvé ce recadrage fort intéressant parce que ça remet tout le monde un petit peu à sa place. Voilà, et on parlait des places. Mais après, il y a une façon de le dire. Oui, bien évidemment. Et puis tout ceci... Ça peut être dit avec empathie, et bienveillance et expliquer. Surtout, et l'accompagner. Oui, voilà. Mais pas le dire, c'est cause, souvent, dans ces histoires-là, l'adulte régresse et prend une posture très infantile ou très ado, en miroir, justement. Plutôt que de se dire, bon, je m'adresse à une enfant ou je m'adresse à une adolescente, donc je peux comprendre aussi ce qui se passe et je m'adapte. Voilà, je m'adapte à sa temporalité. Et c'est le A d'adaptation. Dans le livre, il y a énormément de témoignages de famille. J'imagine que vous avez changé les noms et sans doute 2 ou 3 détails. Mais enfin, en tout cas, vous leur donnez beaucoup la parole. Et alors, dans les sujets qui fâchent, et ça, on n'est pas dans de la, dans de la psychologie clinique hyper théorique, Ricoeur ou les autres. Vous dites l'argent. Il faut parler d'argent avant. Complètement. Complètement. L'argent, c'est le nerf de la guerre, si j'ose dire. Ouais. Donc, ça veut dire que vous partez en vacances en famille recomposée. Qui paye ? Qui paye ? Ouais. Qui paye ? Alors, une fois de plus, pour les familles les plus aisées, pour les gens les plus aisés, l'histoire peut être vite réglée. Encore que. Et encore que. Ouais. Et encore que. Mais si vous avez par exemple madame qui a un train de vie très élevé et qui a l'habitude d'aller dans des palaces ou autre, et que monsieur lui a plutôt tendance à faire du camping ou avoir d'autres activités, il va y avoir là une difficulté déjà sur s'entendre sur quelle activité allons-nous faire, quel genre de vacances allons-nous passer, et puis surtout qui va payer. Parce qu'à la fin, quelqu'un doit payer. C'est ça. Et donc tout ça, ça rentre dans la catégorie anticipation de AK. Tout à fait. C'est pas à la fin qu'on s'en mêle, même s'il faut s'adapter un petit peu. Vous proposez aussi de systématiser des conseils de famille. Oui. Alors une fois par mois, allez hop. Pogo. Alors, vous ne donnez pas rythme. Exactement, mais disons que je sais que ce n'est pas quelque chose de naturel, qu'on ne va pas faire naturellement, mais ça se fait de plus en plus aux États-Unis, par exemple, ils ont ce genre de pratique, c'est-à-dire qu'il y a un temps de parole qui est attribué, alors la rythmicité, chacun la détermine comme il entend, inutile de faire des réunions aiguës aussi, comme on dit, mais parfois ça devient utile de pouvoir une fois de plus faire circuler la parole pour que chacun puisse trouver ou retrouver sa place. Famille recomposée, ça rime pas forcément avec résidence alternée, mais ça peut. Et vous dites un peu à contre-courant de ce qu'on peut lire, qu'on peut même l'envisager chez les tout-petits, la résidence alternée.
Vous savez que parfois on dit pour les nourrissons, non, quand même, la maman. Alors, c'est des études. Il y a débat parmi vos collègues. Oui, il y a des débats, effectivement, mais certains reviennent sur leur position aussi. Effectivement, entre les 0-6 ans, il est préférable de rester avec la maman et éviter les gardes alternées. Mais en fait, les études nous démontrent le contraire, quoi. Alors, sur des gros échantillons, notamment aux États-Unis, en fait, l'alternance peut se faire aussi d'après. Et ça marche. Et ça marche. Il n'y a pas de quand ça marche. Je mets tous les guillemets de la terre, mais je veux dire, ça ne produit pas des enfants non, pas forcément. Qui ne vont pas bien, non, etc. Vous savez, j'ai souvent tendance à dire que la famille est l'endroit le plus névrosé au monde. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, qu'elle soit recomposée ou pas, on n'a qu'à penser à nos propres familles. Voilà. Je pense que bon, on a des histoires, des secrets. D'où vous connaissez ma famille? C'est quoi cette affaire-là? Et puis ça fait de belles histoires. Tolstoï l'avait écrit, les familles heureuses n'ont pas d'histoire. Alors si elles sont toutes névrosées, ça fait plein d'histoires et plein de narrations et plein de thérapies narratives. Et vous lisez aussi La famille recomposée, à chacune son histoire. C'est chez First, vous restez avec nous. On va aller rencontrer une femme dont on dit que c'est la première femme de lettres de l'histoire de France. C'était au Moyen-Âge, Christine de Pisan. Cécile, merci beaucoup. C'est Marie qui vous succède. Cours particulier. Cours particulier, c'est notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On voyage dans le temps ou dans l'espace aujourd'hui. Dans le temps, on file vers le Moyen-Âge pour parler de Christine de Pisan. Exactement, on va rarement dans le Moyen-Âge, c'est intéressant. Vrai. Christine de Pisan, on la considère comme la première femme de lettres française. C'est la première femme en fait à avoir vécu de sa plume. Je l'ai découverte sous un angle éducatif dans L'incroyable histoire de l'éducation de Jean-Yves Séguy et Eva Rollin, paru aux éditions Les Arènes. Et oui, qu'on avait reçu sur ce plateau, absolument. Exactement. Nous sommes en 1363-1364. Quand Christine naît à Venise, elle est franco-italienne donc, et en fait toute son enfance elle la passe à la cour du roi Charles V parce que son père est à la cour, il est astrologue et médecin. Et pédagogue, je crois qu'il ne néglige pas du tout l'éducation de sa fille, Thomas de Pisan. Exactement, Thomas de Pisan est vraiment, donne une éducation exigeante et d'excellence à sa fille avec du latin, des sciences, de la philo, de l'histoire. Donc en fait la jeune Christine est érudite tôt. Elle épouse un certain Étienne du Castel, secrétaire du roi quand elle a 15 ans, mais il décède une dizaine d'années plus tard. Et en fait, entre-temps, Christine et Étienne ont eu 3 enfants. Donc Christine se retrouve toute seule avec ses 3 enfants à devoir les éduquer et les nourrir. Alors, comment elle fait vivre sa famille? Alors en fait, elle n'a jamais vraiment arrêté d'étudier et d'écrire. Donc elle commence à publier ses œuvres, tout simplement, à la fin du XIVe siècle. C'est une auteure prolifique parce qu'en une quinzaine d'années, elle publie une quinzaine d'ouvrages et d'autres écrits. C'est une poétesse, une épistolière, une biographe et elle écrit aussi des textes plus engagés, comme des traités moraux et politiques ou encore des traités militaires. Des militaires. Comment c'est pris par la genre masculine à l'époque? Oui, alors c'est vraiment, effectivement, ça détonne un peu. Dans son traité, Christine, elle donne des conseils en plus sur ce qu'un souverain doit faire en temps de guerre et elle explique comment maintenir la paix. Et Charles VI, le roi de l'époque, n'apprécie qu'à moitié la plaisanterie, mais en fait, ses écrits font d'elle quand même une auteure qui est reconnue et soutenue par notamment le frère du roi, Louis d'Orléans, et son épouse Isabeau de Bavière. Et ce qui la démarque surtout, c'est encore plus à l'époque, c'est que dans ses traités politiques et sociaux, elle défend la place des femmes et ses droits. Ouais, elle incarne déjà ce qu'elle défend. Oui, exactement. Christine de Pisan, c'est une femme qui est indépendante, qui sait véhiculer ses idées dans une époque qui est vraiment peu propice au développement intellectuel des femmes. Elle remet en cause, par exemple, les idées des philosophes grecs, comme Aristote, qui dit que la femme est un homme manqué. Elle critique aussi les romans dits courtois à l'époque, dans lesquels les femmes sont traitées comme naïves, amoureuses. L'amour courtois, Voilà, c'est ça. Et elle met en avant de grandes figures comme la reine de Saba ou encore Blanche de Castille. En fait, elle pense que les modèles peuvent aider les femmes à, oserait-on dire, pour l'époque, s'émanciper. Et donc c'est ça, les idées éducatives qu'elle défend, c'est cette idée de l'émancipation des femmes. Exactement, et elle souhaite vraiment que les femmes aient des connaisses dans les matières qu'elle-même a eu la chance d'étudier, donc comme, encore une fois, la philosophie, la littérature, l'histoire, mais elle veut aussi qu'elles acquièrent des savoirs, tenez-vous bien, pratiques. Donc, par exemple, l'administration des terres et des biens. Finalement, ce qu'elle souhaite, c'est l'égalité d'instruction entre femmes et hommes, ce qui est loin d'être le cas, évidemment, au Moyen-Âge. On peut lire des ouvrages de Christine de Pisan avec ses convictions éducatives? Oui, elle en publie notamment le livre des 3 vertus à l'enseignement des dames, ou encore le trésor de la cité des dames, c'est l'autre nom, en 1405, pour éduquer les femmes au sens large, donc de toutes conditions sociales, lieux géographiques, etc. Avec la Cité des Dames, qui est un ouvrage qui est sorti la même année, elle se dresse vraiment en grande défenseuse des droits des femmes. Et dans son manuel d'éducation, elle expose les leçons apprises de ces femmes célèbres qu'elle a présentées dans la Cité des Dames.
aux nonnes, aux prostituées, aux femmes mariées, aux jeunes femmes, sous les 3 vertus que sont la raison, la justice et la droiture. Et c'est un des, si ce n'est le premier texte important sur l'égalité d'instruction. C'est ça, exactement. C'est vraiment le début de ça. Et Christine de Pisan n'a pas évidemment révolutionné l'éducation à ce moment-là, mais c'est intéressant de voir qu'elle a déjà en fait semé des graines d'égalité d'instruction entre garçons et filles dès le XIVe siècle. Merci beaucoup, chère Marie. Elle s'est mariée à 15 ans. On rappelle à certains réalisateurs que ça se passait au Moyen-Âge. C'était à l'époque. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher. Marie, merci. Serge Maury, merci beaucoup. Merci à vous. Bravo pour ce livre, La famille recomposée, à chacune son histoire. Lisez-le, c'est plein de rebondissements, hein, je dois dire, parce qu'il y a tous ces récits. Et puis vous êtes un psy très présent quand même. Oui, très actif. Ouais. Vous racontez plein de choses. Très narrateur, on va dire. Très narrateur. C'est chez First Édition dans une collection dirigée par Marcel Ruffo. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec au son Héloïse Merlin à la réalisation Mani Pezeshk. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.